À côté de moi, au bon tweet français, Carlo Brouza, Stéphanie Reynaud, Charbel. Je leur donnerai la parole très très vite, mais avant ça, n'oubliez pas, adhérez au club Géopolitique Profonde, les plus grands, les meilleurs, les seuls, les unis qui sont Xavier Moreau, Sylvain Ferreira, le maître du Logos, Laurent Ozon, Laurent Michelon et tous les autres, Gérard Chevrier aussi. Donc cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuit et vous recevrez ce magazine spécial Iran, la carte Gold avec... La carte Gold qui vous permet d'avoir des réductions, des infos exclusives et les néoconservateurs, une élite impériale aux éditions Géopolitique Profonde, Laurent Ozon. Tiens, tout de suite, je mets tout de suite l'épée dans le plat, cher au bon tweet, cher Vincent. On n'a pas le droit de critiquer Israël ? Quoi ? Est-ce qu'il est interdit de critiquer Israël ? Bah si, regarde, moi là je critique. Voilà, je trouve que Israël exagère sur bien des points. Donc pour l'instant, enfin tant que la loi ne passe pas, voilà. Et je trouve que faire l'amalgame antisionisme, antisémitisme est une escroquerie intellectuelle comme on en a rarement vu dans l'histoire. Voilà, donc j'ai beaucoup de respect pour le peuple juif et beaucoup moins pour les thèses sionistes. Oui, mais là on parle surtout de Trump. Et on a mis vraiment de côté Netanyahou et compagnie. Alors quoi. Justement, donc moi je persiste et signe, hein, donc je continue à endosser le rôle du mec, voilà. Je trouve je peux comprendre qu'au début du conflit, on a pu amalgamer Trump et Netanyahou, voilà, alors avec des gens qui pensent que Trump aide Netanyahou à faire le grand Israël, et je trouve que de plus en plus, on est en train de voir que, en tout cas à mon sens, pas du tout. Voilà, et j'ai plein de trucs à vous raconter, mais je le ferai tout à l'heure sur le sujet. Merci, voilà. Merci à toi. Israël, c'est aujourd'hui le belligérant ? Point d'interrogation. Est-ce que ? Non, de belligérants, il y en a beaucoup dans cette affaire. En réalité, Israël est un des différents belligérants, mais qui sont là depuis de nombreuses années. Mais pourquoi est-ce que dans les rédactions parisiennes, on occulte cela ? Les rédactions parisiennes, aujourd'hui, je crois qu'on a enfin compris qu'elles sont dirigées par une seule unique doxa. Quand on prend quand même toutes les chaînes qui sont liées à France Télévisions et à l'État, on a vu, et surtout depuis la commission et le rôle extraordinaire de Haloncle, que nous sommes aujourd'hui dans un état lié à la communication, à l'information, le plus pitoyable. Mais quand on connaît les statistiques, les analyses qui ont été faites sur le recul de la liberté de s'informer, liberté d'informer, la liberté d'expression de la France par rapport au pays où on n'est pas loin à certains égards, si on prend l'IA et l'évaluation de l'intelligence artificielle par rapport à l'état de la démocratie en France, on n'est pas loin de la Corée du Nord, chers amis. Hein. Donc, quand on parle aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de la question liée à ça aussi, est-ce que le seul belligérant ? Mais on parle de quoi ? De quel Israël ? On parle d'un Israël religieux, on parle d'un Israël politique, parce que là aussi, il faut se poser la question. Et on a le droit de se la poser, parce que quand on connaît les origines d'Israël, et je rappellerai aussi qu'aujourd'hui, ils sont en train même de violer leur propre déclaration. La déclaration de l'État d'Israël de 1949 est une déclaration qui rappelle la paix, l'harmonie des peuples, tout ça, c'est écrit noir sur blanc dans la charte fondatrice d'Israël. Donc à l'état actuel, ils auraient tout faire sauf être belligérants. Aujourd'hui, on entend la phrase répétée à tour de rôle par tout le monde. Merci d'être intervenu, parce que de toute façon, l'Iran ne souhaite qu'une chose, la disparition de l'État d'Israël. Cette phrase, on l'a entendue encore aujourd'hui, répétée en permanence, que pour moi, personnellement, est une connerie monumentale, qu'aujourd'hui, il y ait cette position, qui est une position, quasiment une pétition de principe, mais sincèrement, à l'état actuel de choses, il y a eu le 7 octobre qui est un effet dévastateur. On ne sait pas exactement comment le 7 octobre est arrivé, parce que là aussi, il y a des informations qui sont extrêmement dérangeantes sur le financement du terrorisme,
dans lequel on sait que l'argent fait des tours particuliers et que peut-être Netanyahu avait tout intérêt à avoir un terrorisme pour justifier et sauvegarder certaines positions d'Israël par rapport au monde voisinant. Donc la situation, elle est d'une complexité, mais qui puise ses racines dans l'histoire du Moyen-Orient, qui puise ses racines dans tout ce qui est fait. Et je rappellerai, et je termine sur ça, le film de Oliver Stone, W, 2008. Il y a un monologue de Dreyfus, l'acteur Richard Dreyfus, qui explique, autour de la table, une synthèse que celle que nous sommes en train de vivre. Il est autour de la table, tu as tous les conseils, il explique que le pétrole, nous représentons 5% de la population mondiale et nous consommons 25% du pétrole mondial. Il explique tout ça. Et après, il y a la carte, il dit, il y a l'Irak. Et alors, l'Irak, on est en 2008, donc ça avait été déjà réglé. Ensuite, l'Iran. Et il dit une chose qui se résume dans 3 mots. Tu contrôles l'Iran, tu contrôles les trois d'Ormuz, tu contrôles le monde. C'est Richard. Je vous conseille, je fais un tweet avec un extrait de ça, et je remercie Klaus qui a fait cela, parce que ça m'a rappelé ce film et cette phrase. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ça. Merci beaucoup, Je t'en prie. Carlo. Dis-moi Stéphanie, voilà, on a appris par le New York Times justement que c'est un plan, le conflit en Iran, c'est un plan de Netanyahou. Pourtant, aucun grand média français n'a repris cet article du New York Times. Comment se fait-il? Est-ce qu'il y a en France, toi qui es journaliste, j'imagine que tu dois le voir, est-ce qu'il y a en France une autocensure dès qu'il s'agit de parler de ce pays? Ah oui, c'est un sujet extrêmement sensible, on le sent bien, il y a des crispations, des tensions communautaires, hélas. On devrait pouvoir parler de ce sujet de manière complètement décomplexée pour essayer de mieux le comprendre et de justement de pouvoir permettre d'éviter de diviser pour mieux régner, le fameux diviser pour mieux régner qui bat son plein. Et effectivement, c'est le sujet tabou. En fait, c'est l'autocensure d'ailleurs qui sévit, je pense, dans le monde journalistique. Comment tu l'expliques cette autocensure? Eh ben parce que problème de carrière, hein. Si vous êtes un journaliste qui tourne bien et avec un salaire confortable, on vous fait comprendre qu'il y a un plafond de verre si vous allez sur ce sujet-là. Voilà, c'est tout. En fait, il y aura des représailles d'une manière ou d'une autre, qu'elles soient dites ou qu'elles soient pernicieuses, tout simplement. Voilà. Et c'est une guerre, pour ma part, je pense, qui est pas seulement israélienne, mais de toute façon, si on remonte à l'histoire des évangélistes américains, on comprend bien que Trump est le produit, en fait, de ces évangélistes américains. Il est né là-dedans. Son père, Fred Trump, qui était un promoteur immobilier, a fait toute sa carrière avec les hommes d'affaires juifs de New York. Et il était très ami avec un rabbin qui s'appelait Israël Wagner, qu'il appelait My Rabbi. Et en fait, Donald Trump, tout petit garçon, a grandi au milieu de ces hommes d'affaires. Et en fait, après, très jeune, il a joué au golf, il a eu comme banquier ou avocat quand il a commencé à se lancer dans les affaires immobilières pour lesquelles il était assez doué. Donc en fait, quand on remonte à l'histoire des évangélistes américains, et ça c'est important de le dire parce que je suis tombée justement récemment sur un article qui m'a permis de comprendre un peu mieux l'ADN de Trump, parce que je ne comprenais pas bien le personnage, et certains disaient il est tenu par la barbichette, par le réseau Epstein, dans lequel effectivement il aurait peut-être quelques casseroles accrochées au derrière, on va le dire comme ça. Mais en fait, si on remonte à l'histoire du prédicateur John Nelson Darby, il y a une croyance très forte qui a donné la Bible des évangélistes américains, c'est que pour que Jésus revienne sur terre, il faut absolument rassembler les Juifs en terre de Palestine et déclencher une guerre contre la Perse. La Perse étant l'actuel Iran. Et ça, c'est une croyance très forte. Et Trump n'est pas tenu en fait par le Mossad ou Israël, c'est que Trump, il est né dans cette croyance-là, et lui, c'est son ADN propre en fait. Et donc, il y a cette idée qu'aller faire la guerre en Iran, ça fait partie d'un plan, notamment, bon, alors ça a été... On a dit que c'était un plan, une théorie du complot, mais si vous allez sur Wikipédia, vous allez taper le plan Yinon, du nom d'un journaliste qui s'appelait Oded Yinon, Y-I-N-O-N, et vous voyez bien que ce plan ne date pas d'hier. L'idée, en fait, c'est de déstabiliser la région du Moyen-Orient
et d'affaiblir tous ces États musulmans pour balkaniser en fait toute cette région et tout cela en faveur de l'État hébreu pour le consolider et permettre éventuellement effectivement un agrandissement de ses frontières. Et en fait tout se tient, mais il faut simplement être curieux et aller faire des recherches et Trump lui a grandi là-dedans, c'est-à-dire que c'est naturel pour lui de faire affaire avec des hommes d'affaires juifs et d'ailleurs sa fille adorée Ivanka s'est convertie au judaïsme orthodoxe et elle a épousé, elle a eu des enfants avec Jared Kushner, son gendre, avec qui il s'entend très bien. Donc tout ça, ça coule dans ses veines. Donc en fait, c'est pas du tout. Pardon ? Et Jared Kushner qui est pro-guerre. Pro-guerre et oui, tout à fait, pro-israélien. Donc il est entouré de pro-israéliens, il a grandi avec ça. Donc il a été biberonné à ça. Donc finalement, on peut se dire que l'idée qu'il soit tenu par la barbichette par le réseau Epstein, ça ne tient pas. C'est simplement qu'il est le produit naturel de cette culture-là et ça lui semble naturel d'aller faire la guerre en Iran qui fait partie de ses plans de déstabilisation du Proche et Moyen-Orient. Merci à toi, chère Stéphanie. Tiens, Charbel, là, moi, tu pas par ton bac, là. Non, mais moi, je vais te répondre différemment parce que le sujet est vraiment sensible. Et moi, oui, mais justement, pourquoi il est sensible ? Parce que, regarde, je vais te laisser parler. Mais regarde, moi, je fais des reportages et j'ai posé la question, qu'est-ce que vous pensez de la Russie, Amérique, machin ? Ah oui, très bien. Et Israël, je sais, tu vois, les gens tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Alors, est-ce que tu as la réponse ? Pour pas balancer, c'est pas tomber, si tu veux, dans du délire ou je sais pas quoi, parce qu'il y en a qui vont te dire oui mais c'est normal, ils se défendent parce que le Hezbollah il te dit c'est normal, ils ont tué le guide suprême et c'est normal parce qu'ils occupent le Liban et compagnie. Moi je vais, pour savoir si on peut critiquer Israël, je parle pas encore une fois des Israéliens en eux-mêmes, je parle du régime de Netanyahou et de tous ceux qui sont en train de commettre tout ce qu'ils sont en train de commettre depuis Gaza et même bien avant, parce qu'on commence à Gaza, il faut voir tout ce qui s'est passé avant au Liban aussi, le sud-Liban ça n'a jamais arrêté. Moi, pour savoir si on peut critiquer Israël, je vais juste poser 2-3 questions et je vais m'appuyer sur la déclaration de responsables israéliens. Israël Katz, ministre de la Défense israélienne, 31 mars 2026, il explique que Tsahal va installer une zone de sécurité à l'intérieur du Liban, donc une ligne défensive, maintien du contrôle sécuritaire jusqu'au fleuve Litani. Le fleuve Litani, c'est quand même à 30 km au nord de la frontière nord israélo-libanaise. Retour de plus de 600 000 habitants au sud-Liban, il a dit c'est même pas la peine, et pire encore, et c'est là que je vais demander à Carlo, je vais parler sous son contrôle, toutes les maisons des villages libanais adjacents à la frontière seront démolies conformément au modèle de Rafah et de Beit Hanoun à Gaza afin d'éliminer une fois pour toutes les menaces le long de la frontière. Israël Katz, le 31 mars 2026. Première chose. Deuxième chose, 17 avril 2026, encore une fois, déclaration de monsieur Israël Katz, ministre de la Défense, et là, il remet ça. Donc je vous passe le détail de la déclaration, mais il y a Human Rights Watch qui vient expliquer aussi, qui déclare utiliser le refus de retour des civils comme outil de négociation constitue un déplacement forcé, ce qui est interdit par les lois de la guerre et peut constituer un crime de guerre. Human Rights Watch, mars 2026. Et le rapport de Human Rights Watch du 23 mars 2026, les déplacements forcés et des actes de destruction justifiés des attaques visant délibérément des civils constituent des crimes de guerre. Les pays qui continuent de fournir des armes et une aide militaire à Israël risquent donc de participer à ça. Donc je vous la fais très courte. Et il y a Bezalel Smotrich, qui est ministre de l'économie et des finances, qui nous explique qu'il va falloir, pour des raisons de sécurité, repousser la frontière israélienne jusqu'au fleuve Litani. Je viens d'expliquer que le fleuve Litani est à 30 km au nord de la frontière. Et au moment où je vous parle, il y a 10% du territoire libanais, donc on n'est pas jusqu'au fleuve Litani, qui sont occupés par Israël. Ça veut dire qu'il y a un pays qui a grignoté au nom de sa sécurité, qui est venu et qui a grignoté un territoire, 10% d'un territoire d'un pays souverain. Et si je m'appuie cette fois-ci sur, et je terminerai là-dessus, pour pas être trop long, sur Haïm Har Zahaf, expert israélien, auteur d'un ouvrage quand même de référence sur la guerre du Liban, donc c'est pas un guignol le mec, c'est pas un complotiste, il dit que les roquettes, puisque ils font ça pour éviter que les roquettes du Hezbollah tombent sur le nord d'Israël, on pourrait se dire qu'un pays qui se défend c'est légitime, après tout, puisque la FINUL devait assister l'armée libanaise au désarmement du Hezbollah. Tout le monde dit que la FINUL devait désarmer le Hezbollah, c'est pas vrai, elle devait porter assistance à l'armée libanaise, selon la résolution, je crois que c'est la 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, M. Haïm Har Zahaf, il dit
que les roquettes se moquent bien de savoir qui contrôle le terrain, d'accord? Si une occupation terrestre ne règle pas la menace des roquettes, et même un expert israélien le dit, donc alors l'argument sécuritaire est mensonger. Ce qui reste à expliquer, c'est la vraie question de l'occupation. Comment on peut expliquer? Est-ce qu'on a le droit... Alors, moi, je pose la question. Est-ce que ça on a le droit de le dire? Mais je pose la question. Est-ce que s'appuyer sur des déclarations d'organisations internationales, d'organisations non gouvernementales qui sont reconnues mondialement, comme Human Rights Watch, il y en a plein d'autres, hein. Il y en a 5 ou 6, j'ai fait une vidéo là-dessus aujourd'hui, c'est pour ça c'est encore tout frais. Voilà. Est-ce que dire tout ça, est-ce que aujourd'hui ça tombe sous le coup de la loi? Réponse de l'avocat, notre avocat, maître Carlo Brusa. Je ne suis pas un spécialiste du droit de la guerre. Il n'en est même pas moins que j'ai travaillé dans le domaine. Tout ce qui est en train de se passer actuellement dans le sud du Liban, il est totalement illégal et illégitime. Nous sommes en présence d'une destruction de territoires civils qui est complètement contraire aux règles du droit de la guerre, qui sont contraires à toutes les conventions internationales qui ont été signées depuis 1945. Ce qui s'est passé à Gaza, on l'a dit et je l'aurais dit, et Vittorio Albanese, qui est le représentant de l'ONU, a dénoncé cela. Depuis lors, il vit une vie infernale, et quand je dis infernale, menace personnelle, menace sur sa famille, menace sur son enfant, sur son mari, etc., pour avoir parlé de génocide, parce que c'est un génocide, et je n'ai aucun problème à le dire. Le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, et là, permettons, personne, je ne crois pas, autour de cette table, a une quelconque position contre les Juifs. Moi, je veux dire, personnellement, je suis un de ceux en Italie qui s'est battu le plus pour rappeler la Shoah. Je pense connaître un tout petit peu l'histoire de l'Europe et l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, de ce que l'Italie a pu faire avec le fascisme, qui était quand même associé au nazisme. La France l'est devenue aussi, parce qu'à un moment donné, il y a eu même une forte collaboration française. Mais il n'est jamais question de mettre en cause ce que les Juifs ont vécu, ce que les Russes ont vécu aussi avec Staline. Personne ne remet en cause cela. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, avoir la possibilité de discuter en droit de quelque chose comme l'attaque d'Israël à Gaza ou l'attaque d'Israël au Liban devient tout de suite une attaque aux Juifs. Moi, j'ai des amis juifs et nous discutons ensemble. On se tire pas dessus, on s'aime et je les embrasse et quand je les croise, c'est Shabbat Shalom, Shalom Shabbat. Ce que je suis en train de dire, c'est que il ne faut pas caricaturer les positions de celles et ceux qui tentent de trouver une logique humaine et une logique juridique. Aujourd'hui, le Liban va avoir le Hezbollah qui va réagir, parce que le Hezbollah maintenant a dit qu'il n'en a rien à foutre de la ligne de 30 km, qu'à partir de demain, ils vont commencer à réattaquer, parce que le Hezbollah, il ne sera pas démilitarisé. Actuellement, le Hezbollah a dit qu'ils étaient dans une guerre d'existence, existentielle. C'est clair. Et ce que vous dites là, ça date pas d'hier, ça. 1978 déjà. Première invasion israélienne. Ils sont arrivés jusqu'au Litanie. Il y en a eu une deuxième en 82 qui est arrivée jusqu'à Beyrouth. Mais déjà, il y a eu à l'époque la résolution 425 de l'ONU qui demandait à Israël de se retirer du territoire libanais. On s'est mangé ça pendant 22 ans. Donc ça a duré 22 ans l'histoire. La question est de savoir qui oblige un régime israélien ou autre à appliquer comment on appelle ça, c'est pas l'ordre international, c'est le droit, voilà, merci. Le droit international. On peut parler aussi d'ordre international. Oui, non, mais, un ordre international mais là, on est sur le droit international. C'est complètement illégal. Qui aujourd'hui, ou alors le droit international, quand on parle par exemple de mandat d'arrêt, c'est valable peut-être que pour les pays africains, parce qu'ils sont faciles à aller chercher, les mecs. Tu vois, moi j'ai fait l'avant-dernier podcast, j'ai fait sur les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Je me suis intéressé au sujet sans être juriste et j'ai découvert quand même des choses. Qu'en gros, il n'y a que Milosevic, il n'y a que Radovan Karadzic, il n'y a que quelques dirigeants africains qui ont été jugés par la haie. Sauf ceux, les grandes puissances, qui soit elles ne font pas partie donc, de la CPI, soit alors... Oui, mais tu es venu avec une pancarte de la loi Yadan. Montre-la nous. Je suis venu avec une pancarte de Caroline Yadan, Caroline Yadan, que sur Radio 2.2, a dit « Je veux que lorsque l'on devient français, on signe une déclaration reconnaissant l'État d'Israël. » Voilà. C'est dans la loi, ça? Alors, non. La loi était... on est parti
Mme Yadan est partie de toutes les attaques contre Israël pour pouvoir élargir le débat, parce qu'une loi ne pourrait pas écrire cela. La loi, elle est ici, la proposition, qui a été retirée. C'est retirée parce que, comme je l'écris, mais comme on le dit beaucoup, c'est une loi qui était rédigée avec les pieds, avec des pattes des pattes de poule, et que c'était une loi que si elle avait été votée, aujourd'hui, peut-être on serait même plus autour de cette table. C'est-à-dire qu'ils se sont quand même aperçus. Et il y a un aspect médiatique. Alors, je rappellerai à tous que la proposition de loi est un jeu parfois pervers entre le gouvernement, les députés et les sénateurs. Pourquoi ? Parce que quand on ne veut pas se pourrir la vie, on demande à une députée de faire une proposition de loi. Que ça, le gouvernement dit, oui, c'est pas moi, on a la porte ouverte, on a même mis une loi proposée par un député à l'ordre du jour. Et ça, c'est le petit sketch que les Français doivent comprendre quand on voit les lois. Et là, ils ont vu le tollé, parce que, attention, je permets de terminer sur ce point parce que c'est quand même très important. Et les filles a porté une pétition qui a fait 720 000 signatures, mais qui a eu résonance, parce que la chose, on a beaucoup plus entendu le fait que la pétition a été écartée, qui a été utilisée au maximum, et la situation de l'arrivée de cette proposition de loi sur le bureau de l'Assemblée et les discussions était mission impossible. Qu'est-ce que t'en penses, cher au bon tweet, le fait que des gens pensent comme ça. Imagine, c'est dingue ce qu'a écrit là. Ouais. Je veux que. Je crois que lorsqu'on devient français, on signe une déclaration reconnaissant l'État d'Israël. Oui, mais alors je crois qu'elle n'en est pas à son coup d'essai, parce que j'ai vu passer un truc disant que, donc relayé par beaucoup de gens, hein, c'est mais pas elle a quand même mis la misère. Une info, vas-y, continue. Et justement, qu'elle avait mis Jean-Noël Barrot, l'homme qui ne cligne jamais des yeux, à l'amende, en lui disant plus jamais tu fais je sais pas quoi. Donc en gros, une députée. Alors je déteste Jean-Noël Barrot sur tout d'ailleurs, mais qu'une députée vienne mettre un ministre à l'amende, déjà ça indique une espèce de rapport de force qui est un peu inversé, un peu bizarre, etc. Ensuite, donc pour ne pas être taxé d'antisémitisme, on va essayer de rester juste factuel. Donc Israël est un des rares pays qui n'a pas de constitution, c'est-à-dire ils ont une loi fondamentale mais ils n'ont pas de constitution. C'est le seul pays à ma connaissance dont les frontières ne sont pas totalement définies. C'est le seul pays aussi à ma connaissance dont tout le monde sait qu'il a la bombe atomique mais qui officiellement ne l'a pas reconnue, ce qui lui permet de ne pas signer tous les traités de non-prolifération, etc. C'est le seul pays qui a le droit de ne pas respecter les résolutions de l'ONU sans se prendre des sanctions. À côté de ça, on nous explique souvent que oui, mais faut pas, parce que c'est un pays qui a été créé pour se faire pardonner de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est oublier un peu la déclaration Balfour de 1917, donc c'est un projet qui est dans les pipes quand même depuis un petit moment. Et voilà, et pour en revenir à aux accusations contre l'Iran de vouloir détruire absolument Israël, moi je me souviens de l'époque où Ahmadinejad était le président de l'Iran. Il avait donné une interview, on lui disait, bon alors quand même c'est pas très gentil de vouloir détruire Israël. Et il disait, on n'a jamais dit ça, on a juste dit que le régime qui occupe Jérusalem actuellement ne résistera pas à l'épreuve du temps. Donc, sous-entendu, le régime sioniste finira par disparaître, notamment pour des questions démographiques, parce que les Arabes font plus d'enfants que... Si, Ahmadinejad, il l'a dit. Non, moi j'ai vu alors, l'interview. Il l'a pas dit, mais si, Ahmadinejad, c'est son interview. Je te dis, nous, on le sait parce qu'on regarde, si tu veux, sur les télé orientales, Ahmadinejad, il le disait à chaque fois. D'ailleurs, on rigolait parce qu'à chaque fois qu'il disait qu'il voulait rayer Israël de la carte, les Israéliens, il y avait des bateaux d'armement américains qui arrivaient en masse à Israël. Donc, écoute, je sais pas, moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'était des erreurs de traduction. Voilà, donc je sais pas, et on a bâti toute une politique internationale sur le sujet. Maintenant, pour en revenir à la guerre actuelle,
moi, j'ai l'impression, et de plus en plus d'ailleurs, qu'il y a il y a des objectifs divergents entre Trump et Netanyahou. Donc, je pense que Netanyahou est effectivement dans un objectif un peu eschatologique de création du Grand Israël. Et je crois que Trump, maintenant, enfin pour moi c'est de plus en plus clair, mais voilà, j'espère ne pas me tromper, que Trump, il est de plus en plus dans une logique de destruction d'États profonds, et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Bah, dis-le maintenant, même, ce qui si me tu fait... peux. Ouais, c'est long. Bah, vas-y, t'as la parole, vas-y. C'est long. Tu vois, par exemple, donc il y a quelques semaines, le monde entier s'est ému d'une déclaration de Trump qui disait que si dans la nuit le détroit d'Ormuz ne rouvrait pas, une civilisation disparaîtrait, voilà, dans la nuit. Donc tout le monde a compris, bah c'est l'Iran, il va détruire l'Iran. Sauf qu'il a jamais dit que c'était l'Iran, il a juste dit une civilisation. Donc moi je me pose la question, parce que j'aime bien j'aime bien suivre ce que raconte Trump et souvent le double langage qu'il y a derrière. Donc quelle est la civilisation qui allait mourir dans la nuit? C'est quoi? Bah je sais pas. C'est l'Occident, c'est quoi? Un certain type d'état profond dans l'Occident. Ouais, je crois que c'est ça qu'on est en train de voir. Voilà. Et je continuerai tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphanie? Toi-même, dans ton métier, est-ce que tu sens que sur la question israélienne, du sionisme, des juifs en général, c'est quelque chose qu'il ne faut pas toucher? D'ailleurs, j'ai vu que tu avais fait une émission hier où tu rassemblais les trois cultes. Oui, à l'initiative de Nina Singer, aidée d'Akina, de La Bonne Nouvelle. Akina qui a beaucoup travaillé avec Pierre Barnerias pour Citizen Light, et d'ailleurs ils ont fait un magnifique travail. Oui, c'était une belle émission. Et la question dans mon métier, c'est comme dans les médias, c'est pareil. C'est un sujet ultra sensible. Il faut bien le reconnaître, hein, il faut être honnête. Et après, t'as bien des Juliette Binoche qui sont ouvertement pro-palestiniennes. Ça lui a peut-être coûté quelques contrats, mais elle a quand même un énorme nom dans le cinéma. Les métiers de la culture sont quand même très marqués à gauche, donc il est possible que y en ait qui, sous le manteau, soient LFI et pro-palestiniens, puisqu'en fait c'est marqué, hein, Palestine à gauche, Israël à droite. Alors c'est caricatural, je le sais, mais ça reste une tendance, on va dire. Mais dans nos métiers, oui, ça reste quand même, dans les milieux du cinéma, un peu... Mais ça, comment tu l'expliques? Parce que sensible. moi, je sais pas, moi je voudrais comprendre pourquoi les gens ont si peur. Voilà, qu'est-ce qui fait que... Il y a un lobby, il y a quoi? Oui, il y a un lobby, il y a un lobby comme il y a un lobby pharmaceutique. Il n'y a pas de gros mots à dire qu'il y a un lobby. Et de toute façon... Mais aujourd'hui, si tu parles de je sais pas moi, de Rhône Poulenc, de je sais pas quel laboratoire... bien sûr qu'il y a des lobbies et les gens défendent ça passe quoi. Enfin, avant, ça passait pas, peut-être pendant une période de 2 ans. Mais là, ça va. Là, on peut en parler plus librement. Il y a un lobby, mais c'est bien naturel que chaque communauté cherche de manière, je sais pas, par des lobbies financiers ou par la démographie, à se défendre et à exister. Donc ça me paraît juste quelque chose d'assez naturel finalement. C'est dans la nature humaine, donc oui, il y a un lobby, effectivement. Chaque communauté se défend avec ses atouts, que ce soit en ayant une force de l'argent ou autre. Parce que j'écoutais les paroles de Madame Yadan qui disait oui, mais nier l'existence d'Israël, machin. Mais imaginons, je suis fou, je nie l'existence du Népal. Voilà, du Népal, comme ça, tiens, c'est un pays qui est venu comme ça. Tout le monde s'en fout en fait. Oui, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Je dis, je peux aller là gueuler comme un fou, je vais nier l'existence du Népal, tout le monde s'en fout. Oui, tout le monde s'en fout, mais effectivement. Et pourquoi est-ce qu'on va écrire dans la loi quelque chose, je sais pas, je pose la question. Hein, ou tiens, parce que je pense pour eux, t'encouragerais, si tu veux, ceux qui sont pro-palestiniens, à plonger dans pour eux, hein, je suppose que ça doit être ça, que si on réfléchit un peu de manière logique, c'est que t'encouragerais, si tu veux, ceux qui ont la haine des juifs à commettre peut-être des actes, si tu veux, qui sont violents ou des choses comme ça. Non, mais après, il faut quand même revenir sur quelque chose, parce que tu parlais de Trump. Il y a un truc qui est hyper intéressant, mais qui passe sous les radars complets. C'est quoi? Il y a quelque chose qui s'appelle le QME. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du QME? Non, le Quality Military Edge. Supériorité militaire qualitative. Donc ça date de 2008. C'est pas tout à fait une loi, mais c'est, si tu veux, une loi américaine qui oblige à chaque fois que les États-Unis, donc d'abord c'était appliqué aux États-Unis,
voulait vendre des armes à Israël, à un pays tiers autre qu'Israël, d'aller regarder si ça rentre dans le cadre du QME. Ça veut dire que si par exemple je te vends à toi, je sais pas moi, la Syrie, je dis une connerie, des avions de chasse, est-ce que ça va porter atteinte à la supériorité militaire qualitative d'Israël? Si la réponse est oui, c'est mort. 2005, au Liban, Vladimir Poutine veut donner à l'armée libanaise des MiG-29. Donner. QME. Non, c'est mort. 2013, la France négocie avec l'Arabie Saoudite, parce que tout le monde reprochait à l'armée libanaise de ne pas désarmer le Hezbollah. L'armée libanaise, c'est une gendarmerie plus. Hein. Donc c'est tout ce que c'est, l'armée libanaise. Donc 2013, alors je parle du Liban, je suis désolé, mais ça illustre vraiment, si vous voulez, ce qui se passe dans la région, parce que nous, c'est quand même, ça fait des décennies, hein, c'est une tradition chez nous. 2013, l'Arabie Saoudite et la France se mettent d'accord sur un projet d'investissement de 3 milliards de dollars pour justement fournir que l'Arabie Saoudite achète de l'armement français lourd, on parle de chars, on parle de canons, on parle, etc., pour fournir à l'armée libanaise, en vue de construire une armée libanaise forte. QME. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Saoudiens les ont achetés pour eux-mêmes pour aller taper sur la gueule des Yéménites, donc pour aller faire la guerre au Yémen. Donc il y a tout ça. Pourquoi? Alors quand tu parles comme ça, on vient te dire que oui, mais vous vous rendez compte, s'il n'y avait pas ça, Israël se ferait bouffer rapidement? Non, un pays qui possède la bombe atomique, il ne se fait pas bouffer rapidement. Déjà d'une. Donc, et quand tu parles de l'autre côté qu'il y a ça, oui, ben non, mais ça justifie en fait qu'on ait une armée par exemple libanaise faible, ça justifie la présence du Hezbollah. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que ce petit pays qui est Israël aujourd'hui, qui est le seul État juif au monde, est largement protégé, appuyé par l'oncle Sam. Après, qu'on soit... Mais pas que par l'oncle Sam. Il est appuyé par l'ensemble du monde occidental. J'y viens. Mais l'oncle Sam, il est appuyé par l'oncle Sam. Mais qui est l'oncle Sam? L'oncle Sam, c'est le commandant en chef du monde occidental. Si demain l'oncle Sam arrête de financer l'OTAN, qu'est-ce qui se passe avec l'OTAN? Boum, pchit. Si demain l'oncle Sam enlève les 100 missiles nucléaires qui sont stationnés en Europe, dans 4-5 pays européens, pour le fameux parapluie américain, qu'est-ce qui se passe? C'est fini. Mais regarde, à la base, l'OTAN, quand il décide quelque chose, l'OTAN a été créé à la base contre le pacte de Varsovie. Ouais. Voilà. Ça, c'est la version officielle. Aujourd'hui, il n'existe plus de pacte de Varsovie, il n'y a plus du RSS. Il y a le retour. Pourquoi est-ce que l'OTAN existe encore? Si je peux me permettre, Mike, l'OTAN a été créé en 1949 et le pacte de Varsovie en 1955. Donc oui, c'est même en pas plus, ça. En plus. C'est même pas ça. Le pacte de Varsovie a été dissous en 1991. En 1990, quand l'Allemagne s'est réunifiée, tu as les minutes de la réunion entre James Baker et Gorbatchev qui disaient que l'OTAN ne s'étendrait pas d'un pouce ou un inch à l'Est. Ils ont brisé la promesse 5 fois depuis. Donc non, c'est pas vrai. L'OTAN n'a jamais été un pacte défensif. Pour moi, l'OTAN, c'est l'armée de Wall Street. Voilà, en gros. Et de la City. Oui, mais normalement, l'OTAN aurait dû être dissous normalement, théoriquement. Enfin, je sais pas. C'est bien la preuve. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger à l'est. Enfin, il y avait n'était pas une alliance défensive. Non, pour moi. On nous a menti encore. Écoute, moi, encore une fois, j'en ai parlé dans une de tes émissions. Moi, je trouve qu'il y a 3 dates fondamentales qui expliquent les 80 dernières années de géopolitique. C'est 47 création de la CIA, 48 création d'Israël et 49 création de l'OTAN. Voilà, avec ces 3 dates, tu expliques les 80 dernières années qu'on vient de vivre.